Cette conférence va maintenant être enregistrée. Voilà. Alors, hier, nous avons vu les méningites purulentes, où le malade vient avec un syndrome méningé, etc. Vous faites la ponction lombaire, vous retirez un liquide purulent. Vous m'entendez, c'est bon? Oui, oui, on vous entend. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va voir la deuxième situation où le malade va présenter avec un tableau de syndrome méningé fébrile ou bien syndrome méningo-encéphalitique et vous faites la ponction lombaire après avoir éliminé toutes les contre-indications et vous allez retirer un liquide clair. En fait, ce sont les méningites à liquide, c'est un ensemble de méningites et souvent des méningoencéphalites. Il y a toujours, souvent, une composante encéphalitique et souvent encéphalitique et elles sont généralement communautaires, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'origine nosocomiale, sauf dans des situations où il y a une épidémie dans un hôpital, etc. Mais ça, c'est des situations qui sont quand même très rares. Elle se caractérise par un aspect macroscopique du LCR. OK. Donc, les étiologies, contrairement à hier où vous avez à peu près 4 germes, ici, vous avez des étiologies qui sont très diverses. Elles peuvent être bactériennes, virales, parasitaires, mycosiques, néoplasiques et autres. Alors, certaines, la majorité, sont bénignes. On les appelle les méningites lymphocytaires aiguës bénignes. Elles sont d'origine virale. C'est des virus qui circulent tout le temps dans la communauté. Mais d'autres, par contre, peuvent être graves et peuvent même être mortelles, telles que la tuberculose neuroméningée. Et ces méningites ou méningoencéphalites à liquide clair se voient à tout âge, mais la distribution de l'agent pathogène est fonction de l'étiologie, de la maladie, fonction des échantillons est fonction de l'étiologie. Et le problème qui va se poser pour le médecin, c'est que devant cette situation, un patient qui vient, je fais la ponction lombaire liquide et clair, qu'est-ce que je fais? Donc, et le défi justement, c'est d'arriver à un diagnostic avec, en faisant un bon entretien avec le patient ou ses parents, des arguments anamnéstiques, l'examen clinique et certains paramètres biologiques, en commençant toujours par éliminer les étiologies les plus graves comme la tuberculose neuroméningée ou bien la méningoencéphalite herpétique. Les enfants, il faut toujours retenir quand on vous pose une question, diagnostic des douleurs thoraciques ou n'importe quoi, vous commencez toujours par les questions, les étiologies les plus graves, les plus fréquentes, en allant vers les moins graves et les moins fréquentes. Donc, toujours commencer par éliminer ce qui est grave et ce qui est fréquent. Alors, la symptomatologie ici va être très variable et en fonction de l'étiologie, puisqu'il y a plusieurs agents pathogènes. Elle peut être très riche. Vous allez avoir un syndrome méningite, tel que celui qu'on a vu hier, ou bien un syndrome méningo-encéphalitique. Ça, vous avez le syndrome méningite, puis vous avez la composante encéphalitique, qui peut être soit des troubles de la conscience, des convulsions, des déficits moteurs, etc. Plus un syndrome infectieux qui peut être plus ou moins important. Et quelquefois aussi, ça peut être un symptomatologie qui est très, très pauvre, qui se résume une fois, soit à une fièvre avec un syndrome méningé plus ou moins franc, ou bien des céphalées, ou bien des convulsions isolées, etc. Et vous décidez de faire la ponction lombaire toujours en respectant les contre-indications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coma profond, il n'y a pas de problème dynamique, il n'y a pas de signe de localisation, il n'y a pas de, etc., ce qu'on a vu hier. Vous faites la ponction lombaire et vous utilisez un liquide qui est clair, transparent, eau de roche. Et la clarté du LCR, vous prenez une bouteille d'eau ou un verre d'eau, la clarté du LCR est fonction de la cellularité. Plus le nombre de cellules augmente, plus la transparence diminue. Et ça change aussi en fonction du taux de protéines. Donc, un liquide clair ne veut pas dire que c'est un liquide qui est normal. Ok, faites très très attention. Ok, donc il est très important. Donc la situation, vous faites l'appel est clair. Il ne faut pas dire ça y est très bien, le liquide est clair, c'est bon, c'est pas une méningite ou pas une méningite. Non, il faut toujours avoir l'étude cytologique et biochimique du LCR pour dire que c'est normal ou pathologique. Alors, le liquide, la première situation, le liquide est clair et de composition normale, c'est-à-dire il est eau de roche, à cytologie moins de 10 éléments. Je vous ai dit que maintenant, en Europe, ils sont descendus à moins de 5 éléments, particulièrement chez les sujets VIH, avec une albumine qui est normale, un glucose normal,
Et vous allez me dire, mais monsieur, j'ai fait la payer, le liquide est de composition normale. Ça peut être, vous êtes soit peut-être parce que vous êtes tout à fait au début, hein, le malade, il a eu la symptomatologie, vous avez fait la PN juste 1 heure après le début de la maladie, donc il n'y a pas eu encore le temps à la réaction inflammatoire de s'installer, ou bien ça peut être ce qu'on appelle un méningisme, c'est-à-dire une manifestation d'emprunt qui peut s'observer au cours, par exemple, d'une pharyngite chez les enfants, etc. Le malade, vous avez l'impression qu'il y a une raideur de la nuque, qu'il y a une raideur, mais en fin de compte, ce n'était pas ça. Donc ici, c'est tout à fait normal. Maintenant, le liquide est clair et il est riche en éléments, c'est-à-dire qu'il contient plus de 10 éléments. Donc, la première chose qu'on voit quand on fait la paix et le liquide est clair, c'est le nombre d'éléments. OK. Alors ici, les étiologies sont diverses. Donc, ça peut être des virus, plus souvent 90%. Elles peuvent être bactériennes, parasitaires, mycosiques, etc. Les majorités sont bénignes, sont des virus habituels. Mais quelquefois, ça peut être très grave et je vais insister sur les pathologies graves. La nature des éléments, l'albuminorachie, la glycorachie, la numération formule, la CRP, la procalcitonine sont très importantes pour l'approche diagnostique. Alors, première situation, le liquide il est clair et la composition montre des lymphocytes. Il y a une hypoglycorachie, ça veut dire qu'il y a une consommation de glucose. Il y a une hyperalbuminorachie, ça veut dire qu'il y a une inflammation. Le premier diagnostic auquel il faut penser, c'est la neurotuberculose ou la tuberculose neuroméningée. Et puis, vous allez voir que la listériose également peut quelquefois prendre un aspect de tuberculose neuroméningée. Donc, souvenez-vous bien, une méningoencéphalite, une méningite, une méningoencéphalite lymphocytaire hypoglycorachique doit toujours faire évoquer la tuberculose neuroméningée, particulièrement dans les pays où la tuberculose est endémique, comme chez nous. Et la tuberculose neuroméningée, vous le savez, c'est la localisation la plus grave. La deuxième situation, le liquide est lymphocytaire, l'albuminé est normal ou un tout petit peu élevé, la glycorachie est normale, la CRP est normale, la procalcitonine est normale, la leucocytose est normale. Vraisemblablement, il s'agit d'une méningite virale. Attention également, la listériose, elle peut prendre un aspect de méningite ou méningoencéphalite virale. Ça peut être aussi un paludisme, on le fera plus tard, un paludisme grave, un neuropaludisme, ou bien ça peut être aussi une pathologie qu'on appelle la leptospirose, je ne sais pas si vous l'avez fait encore, c'est une leptospirose, on verra tout à l'heure, transmise par les déjections des rongeurs. Troisième situation, le liquide est clair, la formule elle est panachée, c'est-à-dire vous avez en même temps, vous remarquez que je ne parle pas du nombre de cellules, hein. Je n'ai pas dit 100, 150, 200, etc. OK? D'accord. Donc, c'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'il y a plus de 10. Le liquide est panaché, la formule est panachée, il y a en même temps des polynucléaires neutrophiles et des lymphocytes. Il y a une hypoglycorachie. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a consommé du glucose, donc c'est vraisemblablement bactérien. Il y a une hyperalbuminorachie. Ici, cette formule de liquide clair à formule panachée PNN lympho, c'est la formule typique de la listériose neuroméningée. Souvenez-vous bien, formule panachée égale listériose, jusqu'à preuve du contraire. Mais aussi, la tuberculose neuroméningée peut prendre cet aspect. Donc, vous avez ces deux bactéries, elles expriment à peu près les mêmes situations. La quatrième situation, je fais la PL, le liquide il est clair, et je trouve des PNN. Il y a une hypoglycorachie, il y a une hyperalbuminorachie, la CRP est élevée, l'hyperleucocytose. Donc, mais le liquide n'est pas purulent, c'est-à-dire qu'il n'est pas trouble. Hein. Soit parce que je suis tout à fait au début de la méningite d'hier, hein, je suis tout à fait au début, donc la réaction inflammatoire n'a pas eu le temps pour que le liquide devienne trouble macroscopiquement, ou bien ça peut être ce qu'on appelle les méningites décapitées, c'est-à-dire que le malade éventuellement a reçu une antibiothérapie avant, pour quelconque, il a mal à la gorge, il va chez le pharmacien, il achète de l'amoxicilline, il le prend, et ce médicament va perturber la cellularité et négativer l'examen microbiologique. C'est ce qu'on appelle les méningites décapitées. Et vous voyez également que la tuberculose et la listériose également peuvent prendre cet aspect. Donc, vous voyez finalement que la tuberculose et la listériose, on peut les trouver dans toutes ces situations. Donc, c'est deux urgences auxquelles il faut toujours penser. La tuberculose neuroméningée, elle est fréquente,
Par contre, la listériose, elle n'est pas très fréquente, mais ça commence un peu à venir en Algérie. De cinquième situation, je fais la PL, le liquide est clair. J'ai des PNN, des polynucléotrophiles, mais ils sont intacts, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas altérés. Ça veut dire que ils n'ont pas été détruits par le germe. Le glycorachie, elle est normale, ça veut dire qu'il n'a pas été consommé. Je rappelle encore, et n'oubliez pas les enfants, la glycorachie s'exprime en fonction de la glycémie concomitante, c'est-à-dire la glycémie ce n'est pas la glycémie d'hier. D'accord? OK. Donc, la glycorachie, elle est normale, l'albumine, elle est normale ou plus élevée. Donc, ici, finalement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un chimiotactique, il y a eu un appel chimiotactique, les PNN sont arrivés, mais ils n'ont pas trouvé de bactéries. Et vraisemblablement, c'est des situations qui se voient quand il y a une infection de voisinage. C'est-à-dire, vous avez un abcès, vous avez une mastoïdite, c'est comme dans les pleurésies, vous pouvez avoir une réaction pleurale à côté d'une pneumonie. L'infection, elle n'est pas au niveau de la plèvre, elle est au niveau du poumon. Ici, c'est la même chose. L'infection, elle est au niveau de l'oreille, elle est au niveau, il y a un abcès, où il y a un empième, il y a une mastoïdite, et les méninges vont réagir sans pour autant contenir le germe, ce qu'on appelle les infections par réaction de voisinage. Alors, quelles sont les étiologies? Alors, les étiologies virales, ce sont les plus fréquentes. Hein, ce sont les plus fréquentes. Généralement, elles sont épidémiques, c'est des épidémies. Elles sont saisonnières. Il y a des virus qui circulent en hiver, comme le virus de la grippe, par exemple. Il y a des virus qui circulent au printemps, comme les poliovirus, les virus Coxsackie. Il y a les virus qui circulent en été, comme les poliovirus, etc. Donc, c'est des saisonniers. Et généralement, c'est des épidémies qui vont toucher des collectivités ou bien des tranches d'âge. Et ça touche surtout les enfants et les nourrissons. Ce sont des virus habituels et les étiologies sont très diverses. On ne peut pas savoir si vous n'avez pas la PCR, vous ne pouvez jamais le savoir. Le tableau clinique des infections virales, et ce qui est caractéristique, c'est un tableau qui est brutal. C'est-à-dire l'enfant, il était très bien, puis tout d'un coup, il a 40 de température, avec une fièvre très importante, etc., mal à la tête, il vomit, quelquefois il a de la diarrhée, et vous allez trouver ce syndrome ménager souvent franc, et vous avez aussi également certains signes qui vont orienter en fonction de l'étiologie. Par exemple, si vous avez une éruption, vous allez dire tiens, c'est peut-être une début de rougeole. Si vous avez un catarrhe oculo-nasal respiratoire, vous allez dire tiens, peut-être que c'est une grippe. Si vous avez une parotidite, tiens, vous allez dire c'est des oreillons. Si vous avez une agueusie, c'est un Covid, c'est une Covid, etc. Donc, il y a toujours des signes qui accompagnent le virus en dehors de l'atteinte neuroménagère. Les troubles de la conscience peuvent se voir et peuvent ne pas se voir, et généralement, c'est souvent des convulsions. Hein. Et chaque fois que vous avez des convulsions, vous avez un trouble de la conscience, vous avez des troubles de localisation, ça veut dire qu'il y a une atteinte encéphalytique, soit une atteinte déficitaire, soit une atteinte par irritation dans les convulsions. Donc ici, on est dans un cadre de méningo-encéphalite. Alors, la caractéristique des PL du LCS d'origine virale, il est clair avec une hypercytose qui peut aller de 20 jusqu'à 500, 200, 300 éléments et souvent de nature lymphocytaire. Les virus ne font pas intervenir les PNN dans leur action de défense, mais quelquefois, tout à fait au début, il peut y avoir des PNN. Hein, à cette fin, et la formule, elle va très rapidement changer et devenir purement lymphocytaire ou la prédominance lymphocytaire. L'albumine, elle est normale ou un tout petit peu élevée et la glycorachie est normale. Donc la glycorachie est un très bon signe, un très bon élément pour distinguer entre les infections bactériennes et les infections virales. OK. Alors, la biologie, la numération formationnelle, vous n'avez pas d'hyperleucoté sur le neutrophile. Il n'y a pas de polynucléose. Quelquefois, vous pouvez trouver une lymphocytose, vous pouvez trouver un syndrome mononucléosique, etc. Mais il n'y a pas d'hyperleucocytose neutrophile. Et, très important, la CRP, donc la CRP, je le répète, donc c'est une protéine
qui réagit avec la protéine C de la paroi du streptocoque. On s'est rendu compte que cette protéine était un peu s'élevée lors des processus inflammatoires de quelque étiologie que ce soit. Hein. C'est à peu près l'équivalent de la vitesse sédimentation. Et chaque fois que la CRP est élevée, ça permet de faire le distinguo entre une infection virale et une infection bactérienne. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faudrait tout un ensemble de paramètres. Deuxièmement, j'avais la procalcitonine. La procalcitonine qui est normale ou négative dans les infections de l'étiologie virale. Par contre, dans les bactériennes, on a vu hier, la procalcitonine est élevée. Alors, parmi ces virus, on va commencer par les plus urgentes et les plus graves. Ok, je vous ai dit toujours, quand vous citez les étiologies, vous commencez par les plus fréquentes et les plus graves. Et ici, je vais commencer par les plus graves. Hein, c'est l'étiologie forte, la méningo-encéphalite herpétique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Herpes virus, il y a 8 herpes virus qui sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein. Herpes virus 1, c'est le bouton de fièvre que vous avez quand vous êtes un peu fatigué. Vous avez au niveau de la bouche, au niveau des lèvres, vous avez un petit bouton, ce qu'on appelle l'herpès. Et cet herpès, vous faites la primo-infection quand on est tout petit, on est bébé. Hein, et parce que votre tante vous a embrassé, parce que le cousin, la grand-mère, elle va vous transmettre l'herpès virus. Cet herpès virus, et ça va donner une gingivostomatite. Hein? Ça, gingivostomatite, c'est بالعربية يقولوا أوطاب فمه ولا يقولوا تشلفط فمه ما يقدرش يرضى parce que فمه مشلفط. Ça, c'est une primo-infection herpétique. Le virus herpétique est très adapté à l'homme. Il a plus de 40% de son génome qui lui permet d'éviter la réaction inflammatoire. De telle sorte que quand la réaction inflammatoire va arriver, monsieur herpès virus 1, il va se cacher pour ne pas être détruit par la réaction immunitaire. Il va se cacher au niveau des ganglions. Et il va rester là. Il va faire un silence, ce qu'on appelle le silence antigénique. Il n'y a aucune expression. Jusqu'au jour où, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes en immunodépression VIH, ou parce que vous êtes en immunodépression par chimiothérapie, ou parce que vous êtes en immunodépression par corticoïdes, etc., ou parce que vous êtes fatigué, ce virus va sortir et va vous provoquer un bouquet d'herpès, il va se multiplier. Okay? Dans les situations graves en immunodépression, il va donner des herpès qui sont beaucoup plus généralisés. Et quelquefois, ce virus, il va se localiser au niveau de l'encéphale. Et quand il va se localiser au niveau de l'encéphale, il monte par voie narinaire, il monte directement hein, vers les lobes frontaux et temporaux. Hein, c'est directement, c'est tout droit, hein, le long du nerf. Et ce qui est très dangereux, c'est que ça donne une encéphalite nécrosante. Hein, c'est une encéphalite, une destruction du cerveau, et c'est une nécrose du cerveau. Et vous savez très bien, dans le cerveau, quand une cellule est nécrosée, il n'y a plus de récupération. Et c'est une encéphalite nécrosante et hémorragique. Ça touche les lobes temporaux et les lobes frontaux, hein, et elle est grave, elle est mortelle. Elle est mortelle, elle tue. Hein. Quand elle ne tue pas, elle laisse des séquelles qui sont quelquefois dramatiques. Alors, ça se voit chez l'enfant, ça se voit également chez l'adulte. Donc, souvenez-vous, la plus urgente des virus, c'est la méningo-encéphalite herpétique. Alors, comment ça va se manifester? Ça va se manifester tout à fait au départ par de la fièvre. De la fièvre, quelqu'un qui n'est pas bien, ils sont un peu de fièvre, etc. Et puis des signes encéphalitiques. Alors, ça peut être des signes d'emblée des convulsions, ça peut être un délire, c'est-à-dire le malade va commencer à avoir un délire, il va voir des choses, et très important, une désorientation, le malade ne sait plus où est-ce qu'il est. Il ne reconnaît plus les gens, il ne reconnaît plus l'espace ou le lieu où il est. Hein, et il va avoir des hallucinations. Souvenez-vous bien, un malade qui fait des hallucinations, il commence à entendre des voix, il commence à voir des choses, il commence à sentir des odeurs, il commence à parler avec des personnes qui n'existent pas. C'est des hallucinations. Et ça, c'est dramatique. Parce que chez nous, ce genre de patient, quand il commence à avoir ces hallucinations auditives, sensorielles, ou bien olfactives, etc., chez nous, il vous dit que etc. Donc, il dit le et quand on va l'emmener au etc., le long d'arriver, le temps de le ramener à l'hôpital, c'est déjà trop tard. Parce que ce qui est très important, il faut donner un traitement très rapidement, dans les 48-72 heures, avant que la nécrose ne s'installe. Faites très attention. Alors, comment on va poser le diagnostic?
Le meilleur, c'est l'EEG qui va montrer des altérations des ondes, mais l'EEG, on ne peut pas le faire n'importe où, on ne peut pas le faire à n'importe quelle heure. Hein. Et la TDM, la tomodensitométrie cérébrale, qui va montrer une image hypodense avec une nécrose quelquefois, avec un effet de masse. Mais le gros problème de la TDM, quand la TDM elle est faite tout à fait au départ, au premier jour, au deuxième jour, elle peut être normale. Et le fait que la TDM est normale, justement, ce n'est pas normal qu'elle soit normale. Je ne sais pas si vous comprenez. Okay, on vous ramène un malade qui est fébrile, qui a des troubles de désorientation, des hallucinations, un délire, etc. Vous faites la TDM et vous trouvez que la TDM est normale. Ce n'est pas normal que la TDM soit normale. Il doit y avoir quelque chose qui est visible. Cela veut dire que la TDM est prise en défaut dans ces situations. Et ce qui est très important ici, c'est l'IRM qui va montrer, elle est plus précoce en termes d'image que la TDM. Et c'est pour cette raison que chaque fois que nous avons un patient qui présente des signes encéphalitiques de ce type, avec une méningite lymphocytaire hyponormoglycorachique, et même si la TDM elle est normale, on met le traitement par acyclovir. Parce que je préfère traiter par excès, mais allez, je vais me tromper, je vais refaire la TDM au bout de 3 jours, 4 jours, 5 jours, où là je fais une IRM. S'il n'y a rien, je peux arrêter l'acyclovir. Mais si j'attends jusqu'à ce que l'image soit visible à la TDM, c'est fini, la nécrose elle est installée, c'est fini. On ne peut plus vous ne donnez pas la cyclovir, vous allez arrêter le processus, mais la nécrose elle est déjà installée. Donc ce qui est très important, c'est de donner, c'est pour cette raison que vous allez voir que dans toutes les situations où on a une méningoencéphalite lymphocytaire normoglycorachique, on met, avec des signes encéphalitiques, on met un traitement par la cyclovir, même si on n'a pas la preuve. Le diagnostic, on va le poser comment? On va le poser par la PCR, qui ne se fait pas chez nous, dommage. On peut le doser également par le dosage de l'interféron, qui est augmenté. Ça ne se fait pas également. Et le traitement est très important, il est très rapide. Au moindre doute, il faut mettre de la cyclovir. Au moindre doute. Vous avez une méningoencéphalite avec des convulsions, un délire, des orientations, des hallucinations. Et la TDM, même si la TDM est normale, vous mettez la cyclovir. Après, vous l'arrêtez si éventuellement vous avez la preuve que ce n'est pas ça. OK? N'oubliez pas ça, les enfants. Voici méningoencéphalite herpétique nécrosante, mortelle. Regardez les images, nécrose hémorragique. Ça, c'est en post-mortem. Et même quand le malade survit, il va garder des séquelles très importantes. Voilà, donc, et ça, c'est dû à un retard ou bien à un défaut de traitement tout à fait au départ. C'est pour cette raison qu'il faut traiter par excès. Allez. Voici l'évolution. Donc, il y a une restitution, une amélioration sous traitement. Très bien. Donc, ça, c'est parmi les virus. J'ai fait exprès de vous parler de la méningoencéphalite herpétique. Voilà, parce qu'elle n'est pas fréquente, mais elle est mortelle et elle laisse des séquelles. Et nous avons un traitement. Donc, il est dommage de passer à côté d'une maladie, même si elle n'est pas fréquente, pour laquelle nous avons un traitement qui est efficace à 100%. Donc, il faut toujours y penser. Les autres virus, mais il n'y a pas de gros problème, mais pour la plupart, il n'y a pas de traitement. Alors, les autres étiologies maintenant qui sont fréquentes, hein, c'est les entérovirus. Entérovirus, ça vient de entéro, ça veut dire intestin. Ça veut dire que ce sont des virus qui ont une transmission selon le péril fécal, qui met la typhoïde, qui met le choléra, qui met la dysenterie, l'hépatite A, etc. Alors, vous avez dans les entérovirus, vous avez les coxsackie-virus et les écovirus. Coxsackie-virus, c'est le nom de la tribu indienne du Canada où le virus a été isolé pour la première fois. Donc, c'est un terme. Avant, on donnait les virus, le nom des virus, là où on les a trouvés. Qui est mal le virus de la COVID, on aurait dû l'appeler Wuhan. Mais maintenant, l'OMS a refusé. Il ne faut plus donner un nom de région ou un nom de personne à un virus parce que c'est un peu stigmatisant. OK. Et puis, il y a les écovirus. Alors, éco, ça veut dire, c'est un acronyme. Entérique, E, c'est entérique. C, cytopathogène. H, c'est humain. O, c'est orphelin. Et virus. Ça veut dire que c'est un virus qui est orphelin. Il est humain. Il a un effet cytopathogène et il est entérique. Voilà. Ce sont les deux familles qui sont les plus fréquentes. Et justement,
ces virus ont été découverts. Il y a eu l'épidémie de 2003 qui a commencé à Oran, qui a fait une catastrophe. Elle a touché plusieurs centaines d'enfants à Oran, de méningite à Oran, puis elle s'est déplacée à Alger, Bombardesh, Tizi Ouzou, Borj, Sétif, elle est arrivée à Batna, et tout l'hôpital, tout le service de pédiatrie était plein d'enfants qui étaient atteints. Et généralement, ces entérovirus donnent des... Il y en a qui sont méchants, mais bon, il ne faut pas insister, le plus important, ils ne sont pas méchants. C'est des évolutions généralement qui est favorable. Quelquefois, on a décrit des myocardites, on a décrit également des encéphalites, on a décrit également des péricardites, on a décrit également des séquelles, un type de retard psychomoteur ou bien de retard intellectuel, de développement intellectuel chez l'enfant. Mais généralement, l'évolution, elle est spontanément bénigne et il n'y a pas de traitement en dehors de traitement, ce qu'on appelle le traitement de soins habituels. S'il convulse, il faut arrêter les convulsions, il faut réhydrater le malade, etc., etc. La deuxième famille, ce sont les poliovirus. Alors, les poliovirus, ce sont les virus qui sont responsables de la poliomyélite antérieure aiguë, qu'on appelle بالعربية الشلل. C'est la poliomyélite qui faisait des ravages avant, qui se transmet également selon le péril fécal. Hein. Et ce sont des virus qui sont très, très dangereux parce qu'ils donnent des paralysies. Hein. La poliomyélite antérieure aiguë, ce sont des virus qui sont neurotropes. Hein. Le virus va pénétrer par voie digestive, vous allez avaler le virus, il y a une bactérie, il y a une virémie, et puis le virus, il a une particularité de se fixer sur la corne antérieure de la moelle, et la corne antérieure de la moelle, c'est la corne motrice. Donc, alors, quand il va se localiser au niveau de la corne antérieure, vous allez avoir une paralysie des membres, un membre, deux membres, trois membres, deux membres, généralement c'est les membres inférieurs. Maintenant, vous ne les voyez pas, mais les enfants, les adultes de mon âge d'avant, qui n'ont pas été vaccinés, vous voyez des gens qui ont des troubles de la marche, etc., des paralysies de membres, ce sont des séquelles de poliomyélite. Et dans cette poliomyélite, tout à fait au départ, avant que n'apparaissent les paralysies, il y a une phase virémique avec une atteinte ménagée, et l'atteinte, elle est ménagée de type lymphocytaire. Ce qui est très important, rassurez-vous maintenant, l'Algérie, elle a eu la certification Free Polio, même l'Afrique maintenant, elle a eu la certification Free Polio, ça veut dire qu'il n'y a plus de poliomyélite en Algérie et en Afrique. Polio free, ça veut dire, ou le paludisme free, cela veut dire que dans ce pays, dans cette région, pendant 3 ans minimum, il n'a pas été déclaré de cas autochtone de cette maladie. Et l'OMS vous donne une certification. Il y a toute une procédure. Alors, nous avons 3 certifications. La certification polio-free, on n'a pas de polio en Algérie parce qu'on a un programme de vaccination. Tous les enfants sont vaccinés. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'observe plus de polio. On a la certification tétanos néonatal. On n'a plus de tétanos néonatal maintenant. Et troisièmement, on a eu la certification paludisme. Il n'y a plus de paludisme autochtone en Algérie. Tous les cas de paludisme qu'on voit en Algérie, ce sont des cas de paludisme importés. Voilà. Donc ça, c'est les poliovirus. Donc vous ne risquez pas d'en trouver. Les autres virus, les myxovirus. Alors, les myxovirus, le plus fréquent, c'est le virus ourlien, le virus des oreillons, hein, ce qu'on appelle le virus des oreillons. Le virus des oreillons, les oreillons بالعربية اسمهم boufjane, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça vous donne une parotidite. Hein. Ça touche les enfants, ça touche les adultes, les adolescents. Ça commence par une fièvre à 38-39. Et puis, le patient va présenter une dysphagie. Vous regardez la gorge, vous ne trouvez rien. Mais par contre, quand vous regardez une petite auréole, c'est l'abouchement du canal de la parotide dans la salive. Okay. Donc, vous allez trouver une petite... Et puis, très rapidement, va apparaître une tuméfaction de la parotide. Généralement, c'est bilatéral. Et puis après, ça va vous donner une parotidite énorme, des parotides qui sont tuméfiées, très importantes. Le problème de ces virus ourliens, qu'on appelle myxovirus parotidis, c'est un virus qui a un tropisme glandulaire et neurologique, nerveux.
glandulaire, ça veut dire qu'il va toucher les parotides. Il va toucher également le pancréas. Hein, ça peut donner des pancréatites. C'est pour cette raison, quelqu'un qui a des oreillons, quand on l'hospitalise, il faut toujours vérifier la lipase et l'amylase régulièrement. Hein. Il peut faire des pancréatites et ça a été même accusé dans la genèse de certains diabètes. Ça peut également se localiser au niveau des testicules et ça donne des orchites qui sont douloureuses et qu'il va falloir protéger avec un suspensoire, les accrocher pour qu'elles ne tombent pas, qu'elles ne fassent pas mal. Et ces oreillons, quand elles arrivent chez un adolescent, peuvent être éventuellement être à l'origine d'un trouble de la fertilité par hypoazospermie. Chez la fille, ça peut toucher les ovaires, donc ça peut également poser des problèmes de fertilité. Ça peut également toucher les seins, mais c'est exceptionnel. Voilà. Et puis avec ça, il y a toujours, presque toujours, une méningite qui est associée. Hein. Méningite, elle est souvent associée, soit qu'elle soit cliniquement évidente, soit, même si elle n'est pas évidente cliniquement, si vous faites l'APL, vous allez trouver une réaction lymphocytaire normoglycorachique avec une protéine orachique qui est un petit peu élevée. Donc, les oreillons, c'est la pathologie la plus fréquente actuellement. Et maintenant, les oreillons vont disparaître en Algérie parce qu'on a inclus dans le vaccin de la rougeole, le ROR, donc rougeole, oreillon et rubéole, hein, le ROR, ce qu'on appelle le ROR, dans le programme élargi de vaccination. Avant, on ne faisait uniquement le vaccin de la rougeole. Maintenant, on a ajouté le ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon et rubéole. Donc, tous les enfants algériens sont en principe vaccinés. Donc, d'ici quelques années, on ne va plus observer ni d'oreillon, ni de rougeole, ni de rubéole, sauf chez les personnes qui sont contre la vaccination, etc. etc. Bon, ça, c'est un autre débat. Alors, le début, donc la fièvre, la rougeole peut donner méningoencéphalite. Hein. Ça donne des méningoencéphalites, mais le malade qui présente une rougeole, il ne vient pas pour une méningoencéphalite. Le malade qui présente une rougeole, il vient pour une fièvre avec une éruption. Mais par contre, quelqu'un qui a fait une rougeole, il peut venir au bout. Il peut faire 3 types d'encéphalite. L'encéphalite concomitante de la rougeole, hein, c'est au moment où il fait l'éruption. L'encéphalite qui peut survenir au bout de 6 mois, qu'on a une encéphalite secondaire, et puis une encéphalite qu'on appelle l'encéphalite Van Bogaert qui peut arriver après 5-10 ans d'évolution. Mais c'est un autre problème, ne retenez pas cette histoire. La grippe également, c'est rare. Vous avez la Covid également, elle peut vous donner des encéphalites, mais c'est des situations qui sont, le malade ne vient pas pour ça. Parmi les autres virus, très très important, ne l'oubliez pas, le VIH. Le VIH, écrivez-le en bleu, en rouge, en violet, en rose, comme vous voulez. Au cours de la primo-infection, hein, une des manifestations de la primo-infection à VIH peut être justement une méningite lymphocytaire d'allure virale. Hein. Il ne faut pas dire non, c'est rien du tout, c'est juste un virus quelconque qui a donné ça. Donc, faites très très attention. Une primo-infection à VIH peut être révélée par une méningite d'allure virale, c'est-à-dire lymphocytaire, normoglycoarachique avec une albumine qui est très, très basse. OK. Alors, il y a aussi autre chose. Il y a une pathologie, ce qu'on appelle une arbovirose, arbovirus, arthropode-borne virus, ça veut dire des virus qui sont transmis par des arthropodes. Les arthropodes, ce sont les insectes, les moustiques, les mouches, les tiques, les cafards, etc., qui peuvent transmettre ces maladies. Alors, il y a une maladie qui s'appelle le West Nile ou bien la maladie de la fièvre du Nil occidental, qui a été décrite en Ouganda, hein, dans la rive gauche du Nil, en Ouganda, en 1948. Et puis, c'était anecdotique. Et puis, par la suite, ce virus qui est chez les animaux, il est transmis par des tiques, par des moustiques, et il est transporté par des oiseaux migrateurs. Ce virus, il est remonté selon le Nil jusqu'en Égypte, et puis en Israël, et puis il est remonté jusqu'en Europe, la Kabag, la Roumanie, et il était connu en Algérie. Hein. Il était connu, les Touaregs connaissent la maladie. Et en 1994, il y a eu une épidémie à Timimoun de ce virus. Timimoun qui a provoqué, si mes souvenirs sont bons, 74 personnes qui ont été touchées,
et il y a eu, je crois, 7 enfants qui sont décédés. Alors, du point de vue clinique, ça et puis le West Nile, et maintenant c'est devenu une pathologie émergente, puisque en l'an 2000, il est passé aux États-Unis, au Canada, alors qu'il n'a jamais existé là-bas, et il a fait un ravage maintenant en Algérie. Actuellement, en Algérie, il circule de façon très importante. On a eu des cas récemment, des cas à Berika. On a eu 2 cas à Berika. Il y a des cas à Guelma. Il y a eu une épidémie à Gigel. Il y a eu une épidémie à Gigel. Il y a eu des cas également à Sétif. Alors, du point de vue clinique, ça se manifeste par de la fièvre avec un syndrome grippal. Un syndrome grippal, ça ressemble un peu à la grippe. Et dans les formes graves, généralement les formes bénignes, on passe à côté. Les formes symptomatiques, c'est à peu près comme la Covid. Hein. Les formes asymptomatiques, vous avez les formes peu symptomatiques, un syndrome grippé, vous avez les formes graves. Ici, dans ce qu'on appelle la symptomatologie de type iceberg. Ici, dans les formes graves, vous allez avoir une atteinte encéphalitique. Et la particularité de ce West Nile, c'est que ça va se retrouver essentiellement au niveau des noyaux gris centraux. Et ça va vous donner une symptomatologie d'encéphalite avec un syndrome parkinsonien d'installation brutale. Ça veut dire un tremblement avec une adiadococynésie, etc. Donc, voilà. Pourquoi j'insiste? Parce que cette situation, nous sommes en alerte actuellement, ça fait depuis 2011 que nous sommes en alerte parce qu'il continue à circuler en Algérie. Il faut faire très très attention. Donc parmi tous ces virus les plus dangereux, alors, parmi tous ces virus, qu'il faut. Bon, je ne parle pas des mononucléose infectieuses, des hépatites ou la rage, je n'en parle pas parce que c'est une situation particulière. Maintenant, tous les autres virus peuvent s'accompagner d'une réaction ménagée. Donc, parmi tous ces virus, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut tenir que la plupart des virus sont gentils, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, par ces virus, il y a un qui est mortel, qui est dangereux, c'est l'herpès virus, et pour lequel j'ai un traitement et je peux sauver le malade. Donc, il ne faut pas passer à côté de l'herpès virus. 2. Le deuxième virus auquel il faut toujours penser, c'est l'HIV, le VIH, au cours de la primo-infection. Ça peut vous donner une méningite lymphocytaire de type viral, c'est-à-dire lymphocytaire normoglycorachique avec une albumine qui est un peu élevée. On verra les autres manifestations. Et puis, il y a une infection qui est menaçante, elle, c'est le West Nile. Je ne parle pas de la dengue, je ne parle pas des autres, ce n'est pas pour vous. Le West Nile, la fièvre du Nil occidental, qui est rentrée en Algérie de façon très importante et maintenant on observe de plus en plus de cas et le diagnostic se fait à l'Institut Pasteur. Donc voilà, votre génération, vous allez connaître le VIH et le West Nile, ça c'est certain. Ok, donc voici les virus qu'il faut retenir. C'est clair les enfants? Alors maintenant, les étiologies bactériennes. Alors certaines bactéries, vous savez, la plupart des germes qu'on a vus hier, méningo, pneumo, etc., ce sont des germes capsulés, je vous ai dit, et puis ce sont des germes à développement extracellulaire obligatoire. Mais par contre, certaines bactéries ont un développement cellulaire intracellulaire soit facultatif, soit nécessaire ou obligatoire. C'est comme le BK, par exemple, il peut survivre à l'intérieur des macrophages, les par exemple, la syphilis, le tréponème, le Borrelia, toutes ces bactéries peuvent survivre à l'intérieur des macrophages. Et toutes ces bactéries à développement intracellulaire ne vont pas faire intervenir des PNL, elles vont faire intervenir des lymphocytes. OK? Très bien. Alors, ces méningites bactériennes peuvent quelquefois donner un aspect clair. Donc, je vous ai dit que l'aspect clair est fonction essentiellement de la cellularité et de la protéinorachie. OK? Il est, dans les étiologies bactériennes, il peut être de nature lymphocytaire, il peut être de nature polynucléaire, neutrophile, et peut être à formule mixte, ça veut dire autant de lymphocytes que ça. Mais généralement, dans tous les cas de figure, quelle que soit la formule cellulaire, vous avez toujours une albuminorachie qui est très élevée, je fais oublier. Hein. Deuxièmement, vous avez le glucose qui est bas par rapport à la glycémie concomitante, je répète encore une fois. Vous avez la CRP et la procalcitonin qui sont élevées. Donc, souvenez-vous bien, quand l'étiologie elle est bactérienne, elles sont graves et elles doivent toujours être évoquées en premier et traitées. Alors, vous avez fait la pneumo, je suppose, la tuberculose. Alors, une des localisations
la plus dangereuse, sinon si ce n'est pas la plus dangereuse, c'est l'atteinte de l'encéphale. La méningoencéphalite, tuberculose, la neurotuberculose, tuberculose neuroméningée, il y a plusieurs noms. Bien. Vous comprenez qu'elle est rare dans les pays développés. C'est une pathologie qui est très grave et elle est fréquente là où la couverture vaccinale par le BCG est insuffisante. Hein. Voilà. Chez nous, le BCG, on le fait tout à fait au début et à la fin, mais on ne le refait plus. Qui c'est qui a refait son BCG? Personne ne l'a refait. C'est la forme la plus grave de la tuberculose. Tuberculose. Et cette tuberculose neuroméningée, elle est toujours secondaire à une tuberculose essentiellement pulmonaire, souvent, par exemple, ou bien biliaire, ou bien spondylodicite, etc. Mais la primo-infection, l'infection tuberculeuse, elle est respiratoire. Et à partir de là, soit vous pouvez faire une miliaire avec un essaimage hématogène, et vous allez avoir des BK un peu partout, au niveau du rein, au niveau des vertèbres, au niveau de la rate, au niveau au niveau de l'encéphale, des méninges, etc. Voilà. Et le tableau clinique, vous le connaissez, la tuberculose, vous le connaissez très bien. Dans la tuberculose, le tableau est progressif. Hein. لكن مازالوا باش تشوفوا بالك مازالوا 3 A اشتيني انوركسي وشو الاخر راح. Donc, le tableau est progressif, un état fébrile vespéral. Le malade, il est là. Le soir, il a un peu de fièvre. La fièvre ne dépasse pas 38. Il est un peu fébrile, raté au nez. Il fait un peu froid. Il ne mange pas bien. Il commence à maigrir tout petit. Et puis, il a des céphalées, mais il n'y a pas de signe évident. Et quelquefois, une insomnie. Et puis, vous voyez un malade en train de dépérir. Mais quelquefois, ça peut être un tableau qui est tout à fait brutal. Hein. Mais le plus souvent, c'est une progression lente. Et puis, vont apparaître des signes neurologiques. Ce sont soit d'une altération des troubles de la conscience, soit des convulsions, soit des déficits moteurs, des paralysies, et particulièrement les paralysies des percanés, et particulièrement le 7. Exactement comme la listériose, la méningoencéphalite tuberculeuse est une méningoencéphalite essentiellement de la base du crâne. Et dans la base du crâne, vous avez le tronc cérébral et vous avez toutes les paires crâniennes et ça vous donne une transite. Et quand vous avez une atteinte du tronc cérébral, vous allez avoir tous les troubles liés au dysfonctionnement cérébral. Voici une miliaire. Alors, l'inoculation du BK, ça peut se faire soit par miliaire à partir d'une... Ça peut se faire également par une spondylodicite. Vous avez une spondylodicite, vous avez un essaimage. Hein. Et quand vous avez une tuberculose miliaire, tuberculose neuroméningée, il faut se dire que si le BK est arrivé au niveau du cerveau, c'est qu'il est quelque part ailleurs aussi, il faut le chercher. Il faut le chercher au niveau du rein, parce qu'il n'y a pas une hématurie au niveau de l'utérus, au niveau du foie, au niveau de la rate, au niveau de l'os. Et si vous faites des biopsies, si vous faites des recherches de BK, etc., un peu partout, vous pouvez risquer d'en trouver. Voici donc une miliaire tuberculeuse, vous le connaissez mieux que moi. Alors, dans la méningoencéphalite tuberculeuse, le liquide, il est clair, légèrement hypertendu. Alors, le nombre d'éléments, ça dépend du moment où on fait l'appel. Hein. Si on l'a fait au début, ou ça dépend du temps de l'évolution de la maladie. Ça peut être de 10, 20, 30, 40, 500 éléments, quelquefois plus. Le liquide, il peut même être un peu louche. Et il peut être, au début, ça peut être des PNN. Mais très rapidement, vous allez avoir des lymphocytes. En plus, l'albuminurachie est élevée. Souvenez-vous, la tuberculose et le pneumocoque sont les deux méningites qui donnent la protéinorachie les plus élevées. Okay? À la différence que dans le pneumocoque, c'est des PNN et dans la tuberculose, c'est des lymphocytes. Et surtout une hypoglycorachie franche. Okay? Donc, il y a ici un liquide, vous écrivez, souvenez-vous bien, une méningoencéphalite lymphocytaire avec hypoglycorachie, une flèche tuberculose neuroméningée jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire qu'ici, également, souvent, on est amené à donner un traitement en attendant d'avoir la preuve. On n'a pas la preuve, on ne peut pas laisser le malade jusqu'à avoir la preuve de la culture, etc. Alors, comment on va faire le diagnostic? Que va nous montrer la leucocytose, la numération au niveau biologique? Ben, rien. Rien, il n'y a pas d'hyperleucocytose neutrophile. Les germes à développement intracellulaire ne mobilisent pas les neutrophiles. Par contre, vous pouvez trouver une lymphopénie, vous pouvez trouver une lymphocytose.
Alors, l'intradermo peut être positive, elle peut être négative, mais ce n'est pas suffisant hein, en soi. C'est un indicateur, c'est un indice en plus. Et maintenant, je me dis s'il y a une méningoencéphalite, il faut que je trouve le BK. Donc, je vais chercher le BK dans le LCR. Et vous avez appris que dans les tuberculoses des séreuses, chercher des barres, elles sont possibacillaires, on ne trouve pas, il n'y a pas de caverne, il n'y a pas de, il n'y a pas il n'y a pas de culture de, il n'y a pas, il y a, il y a pas de caverne, hein, sauf s'il y a un abcès tuberculeux qui se rend dans les méninges. Mais sinon, très rapidement, si vous trouvez des BK, tant mieux, mais si vous ne trouvez pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une tuberculose. OK, donc ils sont possibacillaires. On peut faire la PCR BK dans le LCR, il faut la faire également dans les urines, on peut la faire également, il faut rechercher le BK partout au niveau de l'expectoration par la bâche broncho-alvéolaire. Sinon, on peut faire des biopsies, on peut faire la biopsie hépatique, puisqu'il peut y avoir une atteinte hépatique également, donc on va trouver. Et voilà, la recherche, il faut essayer de faire la preuve en cherchant est-ce qu'il y a du BK quelque part. Au niveau des poumons, à la radio standard, est-ce qu'il y a une miliaire, est-ce qu'il y a une caverne? On fait une TDM éventuellement pour voir s'il y a une pleurésie, une miliaire. Alors, très important aussi, dans la méningoencéphalite tuberculeuse, le liquide est peut-être quelquefois hématique également. Alors, ne pensez pas que quand elle est liquide hématique, c'est une hémorragie méningée, parce qu'il y a souvent des vascularites, il y a souvent. Alors, ce qui est très important aussi, c'est donc la méningoencéphalite tuberculeuse, il y a une très forte protéinorachie, et cette très forte protéinorachie, comme dans le pneumocoque, elle va donner un LCR qui est très, très épais, et ça va provoquer des problèmes de fibrine. Hein, il y a des dépôts de fibrine qui vont se faire, c'est très fibrineux, et ça va donner des cloisonnements qui vont être à l'origine de l'hydrocéphalie. Et quand vous avez une méningoencéphalite avec une hydrocéphalie, c'est un excellent signe d'orientation vers la tuberculose neuroméningée. C'est très important pour faire le diagnostic. Et souvent, même quand on n'a pas tout ça, une méningoencéphalite lymphocytaire hypoglycorachique, on donne le traitement antituberculeux, au moindre doute. On donne le traitement antituberculeux. On ne peut pas attendre quand est-ce qu'on va avoir la culture au bout de 21 jours, ou la PCR bétole Alger, ou etc. Le maladie va mourir. Donc, on donne le traitement antituberculeux. Parce qu'il a une atteinte tuberculeuse ou bien parce qu'il est sous corticoïdes. Faites très très attention. Troisième, qu'est-ce que je voulais dire Professeur, Oui, Anam. est-ce que vous pouvez répondre cette dernière partie? Votre son a été coupé pendant 30 secondes. La dernière partie, tu as à partir de la recherche de barres. Oui. Oui. Alors, donc devant ce tableau, alors souvenez-vous, une méningoencéphalite lymphocytaire hypoglycérachide, vous mettez en rouge, en bleu, en rose, comme vous voulez, égale une flèche tuberculose jusqu'à preuve du contraire. OK? D'accord. Très bien. Donc, comment on va faire le diagnostic? La leucocytose, la formule, elle va rien montrer. Hein? Il y a une leucocytose qui est normale. On peut trouver une lymphopénie. Faites très attention, très attention, très attention. J'ai oublié de le dire. Chaque fois que vous avez une tuberculose quelconque, recherchez le VIH. L'association tuberculose-VIH est un couple mortel. Donc, ok, n'oubliez pas, chaque fois que vous avez une atteinte tuberculeuse, recherchez si le malade n'est pas VIH parce que ça va changer tout au niveau de la prise en charge. Donc, la numération formule sanguine, elle peut être normale. Si elle vous font une lymphopénie, c'est raison de plus pour rechercher un VIH. L'intradermopositive, elle peut être positive, mais elle peut être négative si le malade est en immunodépression, on ne sait pas. Alors, comment je vais poser le diagnostic? Il faut trouver le BK. Moi, je vais trouver le BK. Je vais trouver le BK dans le lieu de l'infection, c'est-à-dire au niveau du liquide céphalospinal, céphalorachidien. Et l'examen direct, il est souvent pauvre, on ne trouve pas, parce qu'il faut à peu près 30 cc, il faut 30 cc de LCR
Hein. Il faut beaucoup de LCR pour faire une centrifugation et éventuellement trouver. Et on ne peut pas retirer 30 cc de LCR chez un patient. Donc, c'est des indications. Il faut à peu près plusieurs cc pour trouver. Donc, quelquefois, on a la chance de tomber dessus. Quelquefois, on a la chance de trouver les BK, l'examen des caisses. C'est une chance et c'est très bien. La culture, vous le savez, ça dure beaucoup de temps. Maintenant, pour la PCR, BK, on ne la fait pas, mais c'est un diagnostic qui peut se faire en 24 heures. Vous n'allez même pas 24 heures, vous avez le diagnostic. Alors, maintenant, on se dit si le BK est dans l'encéphale, c'est qu'il est quelque part ailleurs, puisqu'il est parti de quelque part. Il est parti par voie hématogène, donc je vais le chercher dans les urines, je vais le chercher je vais voir si le malade n'a pas une aménorrhée, si le malade n'a pas une spondylodicite, si le malade n'a pas une atteinte hépatique, etc. Donc je vais essayer de trouver tous les éléments nécessaires éventuellement pour argumenter un diagnostic de tuberculose. Et quand je n'ai pas, je suis en droit et en devoir de mettre un traitement antituberculeux au moindre doute. Chaque fois que j'ai une méningoencéphalite, lymphocytaire, hypoglycémique, je mets le traitement antituberculeux au moindre doute et surtout associer la corticothérapie avec deux choses très importantes. N'oubliez pas que s'il fait une méningoencéphalite tuberculeuse, c'est que ça veut dire qu'il y a eu un essaimage hématogène. Le malade peut présenter une atteinte surrénalienne, tuberculose surrénalienne. Vérifiez toujours le sodium chez les patients. Déjà qu'il y a une hyponatrémie très fréquente au cours de la méningoencéphalite tuberculeuse, parce qu'elle est sur une appropriée d'ADH. Et deuxièmement, parce qu'il peut faire une insuffisance surrénalienne. Pour faire la différence, vous demandez au patient, Mohamed, تزيد الملح في الماكله ولا ما تزيدش؟ S'il a, c'est ce qu'on appelle le diabète sodé. Si le malade ajoute du sel, il aime ajouter le sel, c'est qu'il a un déficit en surrénal. Et en plus, on va le mettre sous corticoïde, donc il faut faire très attention. Mais les corticothérapies, c'est très important. C'est 1 mg/kg de prednisone pendant un mois, et puis après, on fait une dégression lente, etc., comme tout ce que vous savez, en connaissant avec les traitements adjuvants des corticoïdes, la protection gastrique, le potassium, le calcium, et vous connaissez tout ça. Ok, c'est bon? Très bien. La listériose. Alors, Listeria monocytogenes, ça s'appelle comme ça, c'est une bactérie de l'environnement qu'on va trouver dans le sol, qu'on va trouver chez les animaux, qu'on va trouver un peu partout. On appelle ça une bactérie ubiquitaire tellurique, c'est-à-dire on va la trouver partout. Ok. Moi, quand j'étais étudiant, quand j'étais résident, parce que la listériose, on observait des cas chez des patients qui travaillent dans les silos. Les silos, le matin, هذوك كيما دخلت عباتنا هذوك المطامر هذوك avec les poussières هذوك il peut y avoir de l'hystériose. Bon, c'est des situations très anecdotiques. Moi, la première listériose que j'ai vue, je l'ai vue en France. J'ai jamais vu. Après, j'en ai vu à Sétif. Alors, cette listeria monocytogénèse donc est rare. Et vous savez, la conservation des aliments, vos grands-parents, ils conservaient les aliments par la salaison. Ou bien etc. C'est la conservation par le séchage ou bien par la salaison. Maintenant, la conservation se fait par le froid, la congélation, la surgélation, etc. de tous les aliments. Ok, très bien. Quand vous mettez du yaourt ou vous mettez quelque chose dans le réfrigérateur et qui contient 1000 bactéries, quand vous les mettez à plus 4, vous revenez 24 heures après, vous allez trouver 1000 bactéries. Ça veut dire que le froid bloque la croissance bactérienne. Très bien. Mademoiselle Listeria monocytogenes, quand vous la mettez à plus 4, c'est là où elle se réveille, elle se multiplie. Ok? C'est-à-dire que c'est une bactérie qui n'est pas détruite par la réfrigération. Et tous les aliments qui sont réfrigérés sont des aliments dangereux. Et c'est pour cette raison que c'est une bactérie qui est devenue émergente avec le changement des habitudes alimentaires de l'homme. C'est-à-dire maintenant, on ne mange pas très cuit, hein. On ne mange pas très cuit, on mange fast-food rapidement. Deuxièmement, on mange beaucoup de produits réfrigérés, etc. On mange beaucoup de glace. Et c'est l'exemple de ces étudiants qui sont sortis du cours, ils sont allés dans une terrasse, ils ont pris des glaces et les 14 étudiants ont fait une listériose parce que la listeria était présente dans la glace
Hein. C'était une très bonne glace de par ici, là, avec la crème chantilly, et ils ont fait une listériose. La listériose est dangereuse dans deux situations. La première situation, quand elle survient chez la femme enceinte, ça donne ce qu'on appelle la listériose néonatale. Elle peut être responsable d'avortement, de septicémie chez l'enfant, elle est très mortelle, très importante. Et c'est pour cette raison qu'il est interdit pour les femmes enceintes de prendre du lait qui n'est pas bouilli, de prendre des aliments qui ne sont pas bien cuits. Très, très important. Et d'éviter toutes les charcuteries, ce qu'on appelle les charcuteries, c'est-à-dire qui met le cachir ou le pâté ou les histoires, parce que ce sont des aliments qui ne sont pas suffisamment préparés. Donc, une femme enceinte doit toujours faire très attention à son alimentation. Si elle contracte de l'hystériose, et ça va lui porter préjudice à sa grossesse et à son bébé. Et en plus, chez la femme enceinte, ça peut se traduire uniquement par de la fièvre, hein, ou bien une infection urinaire qui ne fait pas sa preuve. Et c'est pour cette raison que chaque fois qu'une fièvre survient chez une femme enceinte et qu'on n'a pas la preuve, généralement, on a toujours tendance à mettre de la listériose, à mettre de l'amoxicilline. On se dit peut-être que c'est une listériose. Ok, donc très dangereuse quand elle survient chez la femme enceinte et très dangereuse quand elle se localise au niveau du cerveau. Et donc, voilà. Donc, il y a eu des épidémies comme ça, de personnes, des épidémies généralement alimentaires, après consommation de glace, après consommation de ce qu'on appelle les charcuteries, les pâtés, donc, les cachir, etc., etc. Du lait, des fromages, voilà. L'Listeria monocytogenes a été trouvée dans le lait dans une étude portant sur le lait au niveau de la région de Blida. Hein, on a fait des études sur les listeria. Dans le lait de Blida, ils ont trouvé des listeria. Donc faites très attention quand vous achetez le halab, il vaut mieux le faire cuire. Très important, pas uniquement pour ça, pour la brucellose, etc. Alors, donc ça c'est la première particularité de l'hystériose. Donc elle est devenue plus fréquente parce que l'homme a changé ses habitudes alimentaires. Il mange ce qu'on appelle le fast-food, le pas bien cuit, le peu cuit, le rapide et le réfrigéré, et tous ces produits, hein, tous ces produits sont à risque de l'hystériose et bien d'autres choses, hein, de toxi-infection alimentaire, etc. La deuxième caractéristique de l'hystériose, c'est qu'elle peut prendre trois aspects. Si vous vous souvenez bien, elle peut prendre l'aspect de méningite purulente, on en a vu hier au début. C'est à peu près une méningite purulente, et vous faites l'examen, vous allez trouver des bacilles gram-positifs. Elle peut prendre un aspect de méningite virale, lymphocytaire, surtout au début. D'après, si vous refaites la PL après, il va y avoir un basculement de la formule et vous allez avoir la formule panachée. Elle peut prendre un aspect de méningoencéphalite tuberculeuse. Souvenez-vous des trucs. Et l'aspect caractéristique de la listériose, c'est la formule panachée, c'est-à-dire méningite lymphocytaire, méningite panachée, 60, 40, 50, 50 lymphocytes, etc., avec hypoglycórachie, hyperalbuminorachie. OK? Alors, le diagnostic, en principe, il est aisé. Il faudrait seulement aviser le microbiologiste, c'est l'isolement de l'Listeria monocytogenes à l'examen direct. Il faudrait qu'il la recherche, il faut un microscopiste qui va mettre du temps, il met de l'ouest, etc. Dans le LCR ou par hémoculture parce qu'il y a une bactériémie constante. OK? Très bien. Le traitement, c'est amoxicilline et associé de la gentamicine ou bien le sulfaméthoxazole, trimétoprine pendant 21 jours. Et très important, la listériose, donc c'est une rhombocéphalite, ça veut dire une méningite qui touche la base et la face profonde du cerveau, et ça va vous donner des paralysies des nerfs crâniens, particulièrement le 7, et cette tendance à donner des abcès essentiellement au niveau du cervelet. Les méningites bactériennes décapitées, je vais rapidement. Donc, décapité, ça veut dire que le malade a reçu, c'est une méningite al-barhadik, mais le malade, il a reçu, il a fait une pharyngite, il a pris, le pharmacien, il a pris 2 grammes d'amoxicilline. Ces 2 grammes, à la température, on ne trouve pas le germe à l'examen d'œil, c'est ce qu'on appelle la méningite décapitée. Et là, le liquide, il est clair parce qu'il n'y a pas beaucoup de réactions. L'albumine est élevée, la glycorachie est basse, et on va rechercher. Quand je ne trouve pas les criminels, je vais chercher ce qui n'a pas laissé des traces. Laisser des traces, c'est ce qu'on appelle la recherche des antigènes solubles capsulaires, dont je vous ai parlé hier, ou bien par PCR. Réaction à un méningien voisinage, effectivement,
quand quelqu'un a une thrombophlébite cérébrale, quand quelqu'un a un abcès cérébral, quand quelqu'un a un empyème cérébral, il peut présenter un syndrome méningé. Et si vous faites la PL et que vous avez la chance que le malade n'a pas fait un engagement parce qu'il n'y a pas d'effet de masse très important, vous allez avoir une réaction méningée faite de leucocytes, mais qui ne sont pas altérés. C'est pour cette raison qu'il faut faire très très attention. Chaque fois que vous avez des signes de localisation, etc., faites une TDM rapidement pour éliminer au moins ces situations. Les autres étiologies, vous allez faire le cours, je ne sais pas si vous avez fait le cours, et leptospirose. Alors, leptospirose, ce sont des maladies des animaux, hein, ce sont des spirochètes, hein, c'est des bactéries en ressort comme ça, hein, c'est comme des tire-bouchons, et qu'on ne voit pas uniquement en microscopie à fond noir, et qu'on va trouver chez les animaux, les chiens, les chats, les chevaux, les bovins, et particulièrement les rongeurs, c'est-à-dire les rats, les lagomorphes comme le lapin n'est pas un rongeur, hein. C'est un lagomorphe, ça s'appelle un lagomorphe, etc. Alors ces animaux, ils vont éliminer ces leptospires dans les urines, dans leur déjection. Et souvent, ces leptospires vont tomber dans le sol, vont tomber dans des barres, le guiltaf, le mât, etc. Et quand vous attrapez, il y a plusieurs leptospiroses, hein, il y a plusieurs formes. Dans la leptospirose de la forme typique, vous avez 5 syndromes. Le syndrome infectieux, le syndrome méningé, le syndrome hépatique, hein, avec une atteinte hépatique, le syndrome hémorragique avec des hémorragies, des pétéchies, thrombopénies, etc. Et le syndrome rénal, ça veut dire une atteinte rénale. Ça, c'est ce qu'on appelle l'leptoptérose ictéro-hémorragique. C'est très fréquent, hein. La kabylie ma'amara biha, ça se voit particulièrement chez les personnes qui sont exposées aux déjections des rats, par exemple les agriculteurs, les pêcheurs, ceux qui se baignent dans les oueds, les gueltas, les barrages, les éboueurs qui ramassent leurs ordures, hein, les éboueurs là où il y a des rongeurs, les chasseurs, les forestiers, toutes ces personnes qui travaillent en contact avec des mares, avec des endroits qui sont souillés par les déjections des rats, sont exposés. Faites très très attention également. Quand votre maman vous dit aïe aujourd'hui, nettoyer le garage, etc. Et vous avez trouvé dans le garage, il y a des crottes de souris ou des crottes de rats. Ne jamais nettoyer une surface ou un endroit à sec. Il faut toujours arroser pour éviter la poussière que vous allez respirer. Ah, il y a les leptospires, il y a beaucoup de choses, hein. Donc, vous arrosez la région et puis si nettoyez au belma, mais nettoyez au balai, vous allez provoquer des poussières que vous allez respirer. Un exemple très simple, il y a eu des étudiants c'est aux États-Unis, toujours les étudiants, hein, les pauvres malheureux, hein, et ils ont observé qu'il y avait 5 étudiants qui avaient fait des leptospiroses. Et ces étudiants, ce sont qui ne se connaissent pas. Et l'enquête épidémiologique, ils n'ont rien trouvé. Le seul point commun qu'ils avaient trouvé, c'est qu'ils ont consommé tous des canettes de Coca-Cola. Et ces canettes de Coca-Cola ont été achetées dans le même, je sais pas, même magasin. Et les enquêteurs, ils sont partis, ils ont trouvé les canettes de Coca-Cola, ils ont fait des prélèvements sur les canettes de Coca-Cola. En fait, les canettes de Coca-Cola, elles étaient stockées et les petites souris, les petits rats, ils faisaient pipi dessus. Et les Rinji la canette directement, même si vous la mettez à froid, ça ne détruit pas. Il ouvre directement la capsule de la canette ou il cherba directement. Et voilà, donc ça c'est typique. La dernière épidémie qu'il y a eu, c'était à l'Elma. Il y a eu une épidémie à l'Elma et qui a touché uniquement les hommes. Bizarre. Uniquement les hommes. On se dit, bon, les hommes, parce qu'ils sont exposés, les maçons, les fellah, etc., les éboueurs. Et c'était un quartier qui était touché. Et après, quand ils ont cherché, ils ont trouvé que, en fait, ces personnes, elles fréquentaient toutes la même mosquée. ويتوضاوا كل في la même mosquée. Et l'eau à la mosquée venait d'un puits qui était à côté, et le puits, il y avait des rats qui étaient morts. C'est l'enquête. Donc, voilà. Alors, donc, vous allez faire ça au cours quand je vais faire l'leptospirose. La brucellose, j'en parlerai pas. En fait, dans la brucellose, il y a très peu, on a vu des centaines et des centaines de brucelloses. Il y a exceptionnellement des méningites à Bruxelles. Ça existe, mais ça donne souvent des méningomyéloradiculites. Hein.
c'est pas des méningites isolées, ça existe, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais dans tout ce que nous avons eu comme observation, on n'a pas eu. Et puis le malade, quand il vient, il ne vient pas parce qu'il a une méningite, il vient parce qu'il a une brucellose. Mais en fait, on a très très peu de... voilà. Moi, j'en ai vu, je crois, une seule de ma vie. Non, deux, astaghfirullah ya Rabbi. هذا Constantine وهذا Sétif. La syphilis, alors les autres bactéries, tout ça, il ne faut pas les retenir. Vous retenez les titres comme ça pour vous donner une orientation, Marca. La syphilis, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est due à un spirochète également qu'on appelle Treponema pallidum et qui se transmet de façon sexuelle comme le VIH qu'on appelle la vérole et qui évolue en trois phases. La première phase, elle vous donne un chancre, une lésion au niveau de l'appareil génital. Vous allez faire ça, vous allez faire le cours. Un chancre, c'est une lésion à l'emporte-pièce, etc. La deuxième phase, c'est une phase secondaire. Vous allez avoir une dissémination hématogène du tréponème. Et puis la troisième phase, c'est la phase tertiaire où il va se localiser essentiellement au niveau des cérébrales, ça veut dire ce qu'on appelle le tabes dorsalis. C'est une situation qui sont très rares. Et quelquefois, au cours de la syphilis secondaire, on peut trouver une atteinte ménagée. Donc, il faudrait y penser chez les patients qui font des méningites lymphocytaires, particulièrement à VIH. Et l'association syphilis-VIH est fréquente. Quand quelqu'un a un VIH, vous dites est-ce qu'il n'a pas la syphilis? Si vous faites l'APL, vous trouvez recherchez toujours s'il n'y a pas, vous faites toujours la sérologie de la syphilis au niveau du LCR et quelquefois vous avez des surprises de trouver l'association, ce qu'on appelle la co-infection syphilis-VIH. La maladie de Lyme, Lyme est une ville du Connecticut où en 2001, en 1981, un rhumatologue, un médecin avait remarqué qu'il y avait une petite épidémie d'arthrite chez les enfants et il avait fait le rapport avec des piqûres de tiques, des tiques comme le grette. Ok, le grette, les animaux. Alors les tiques, il y en a partout. Ça transmet beaucoup de maladies, ça transmet la fièvre boutonneuse, vous l'avez au programme, ça transmet ce qu'on appelle une arthropode, ça transmet la maladie de Lyme, il y a beaucoup de pathologies, des virus, etc. Et ces tiques, vous allez les trouver dans la campagne. Hein, quand vous allez on va faire un pique-nique le bras, ou on va faire on va courir, on va faire du footing, on va faire un bivouac, etc. Faites très très attention, surtout au printemps et en été. En hiver, maintenant, il y en a pas, elles vont rentrer en phase de dormance. Faites très attention au printemps. Quand vous rentrez de ces soit bivouac, soit pique-nique, soit tout ce que vous voulez dans les forêts, les tiques, elles sont là, elles attendent qu'un animal passe et elles viennent et elles se gorgent de sang. Elles vous transmettent en même temps les parasites ou bien les virus ou bien les bactéries. Et faites très attention quand vous rentrez de vérifier, quand vous prenez une douche et vérifiez si vous n'avez pas des tiques sur la peau parce que vous n'allez pas les sentir. Ce n'est pas douloureux. La piqûre n'est pas douloureuse parce que l'arthropode est très intelligent. Et il vous injecte un anesthésiant pour éviter que vous vous rendiez compte qu'il est en train de vous pomper le sang et en plus de vous transmettre des agents pathogènes. Donc faites très très attention. Particulièrement les enfants. Alors la borréliose de Lyme, ça évolue à peu près comme la syphilis, ça vous donne au début, au moment de la piqûre, un petit aérole, une lésion avec un double cercle qu'on appelle l'érythème chronique migrant. Migrant, ça veut dire arabe. Hein. Puis par la suite, il y a la phase secondaire qui va se manifester par des arthrites, des arthralgies, une atteinte myocardique. Et puis la phase tertiaire qui va se manifester par la chorodermatite atrophiante et puis quelquefois également par la méningite est souvent dans la phase secondaire. Voilà. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y en a en Algérie. On en a trouvé, il y a une thèse qui a été faite à Sétif, on en a trouvé dans la région des Babor, on en a trouvé dans la région de la Cale, on en a trouvé dans la région de Tarf, on en a trouvé dans la région de Béjaïa. Donc, dans les Aurès, je ne sais pas, il n'y a pas eu d'études, mais on a trouvé des tiques qui sont infectés par Borrelia burgdorferi. Voilà, donc c'est des situations qui peuvent éventuellement arriver. Alors, les étiologies parasitaires et mycosiques, je ne détaille pas beaucoup, juste
rapidement, l'accès pernicieux ou l'accès grave ou le neuropaludisme à Plasmodium falciparum, c'est une méningoencéphalite grave évoquée devant tout trouble de la conscience chez quelqu'un qui revient d'une zone impaludée. Maintenant, nous n'avons plus de paludisme en Algérie. Donc, chaque fois que quelqu'un vient d'un pays où il y a du paludisme, hein, et qu'il présente un trouble de la conscience, le premier diagnostic auquel il faut penser, c'est le paludisme. Et c'est pourquoi il faut y penser en premier, parce que premièrement, c'est très grave, deuxièmement, c'est très facile à traiter, et troisièmement, c'est très facile à diagnostiquer. C'est-à-dire qu'il faut faire juste un frottis et une goutte épaisse, et en 24 heures, vous avez le diagnostic. Et le traitement est un peu délicat, mais quand même, il y a une efficacité thérapeutique très importante. Donc, chaque fois que quelqu'un revient, les Algériens me voyagent au bzef, hein, soit ils supporter l'équipe nationale, ou l'Égypte, je suis à Zotla, ou je suis à Marlboro, la Marabalish, etc. Ils voyagent beaucoup, ils ne prennent aucune précaution, aucune chimioprophylaxie, et ils reviennent. Il faut faire très attention. Chaque fois que quelqu'un revient d'une zone où il y a du paludisme qui présente un trouble, une fièvre, avec des troubles quelconques de la conscience, si vous pensez au paludisme particulièrement, à falciparum, on en parlera plus tard. La trypanosomiase ou maladie du sommeil, ben, vous ne risquez pas d'en trouver, sauf si vous allez partir en mission au Gabon ou en Afrique centrale, et actuellement, elle est en éradication. C'est ce qu'on appelle la maladie du sommeil. C'est une parasitose qui est transmise par la piqûre d'une mouche, qu'on appelle la mouche tsetse, hein, ou bien la glossine, et qui évolue en 3 phases. La phase fébrile, infectieuse, en bas de la phase lymphoganglionnaire, et puis la phase neurologique, nerveuse. La phase fébrile, voilà, vous piquez, il n'y a rien du tout. La phase ganglionnaire, vous avez des ganglions. Et puis après, vous avez une atteinte encéphalitique où le malade est tout le temps abattu, il a l'impression de dormir, c'est pour ça qu'on l'appelle la maladie du sommeil. Vous ne risquez pas d'en trouver. La toxoplasmose cérébrale, j'en parlerai plus tard quand on fera le VIH, et il faudrait que vous passiez, c'est une pathologie très grave, cérébrale, qui est due à un parasite du chat que l'on contracte et qui est très dangereuse chez la femme enceinte et chez le sujet VIH. Les cryptococcus, c'est un champignon également, on en parlera plus quand on fera le VIH. Alors, le cryptococcus néoformans, c'est un champignon qu'on trouve dans les fientes de pigeons. Le khamesh de al-hammam. Quand vous allez du côté du théâtre, hein, vous avez trouvé plein de pigeons qui sont là. Hein. Les pigeons, ce sont des très porteurs, très dangereux de tiques, des algacidés qui sont très dangereuses. Et deuxièmement, leurs crottes, elles contiennent beaucoup de champignons. Et quand vous passez là, moi, j'évite de passer par là quand il y a des pigeons, surtout quand il y a du vent. Et si vous passez, c'est là où il faut mettre une bavette pour ne pas respirer toutes ces déjections, parce que c'est très, très dangereux. Vous ne faites pas de cryptococcus parce que vous avez une immunité qui est correcte, mais si quelqu'un a une immunité cellulaire diminuée pour quelque raison que ce soit, VIH ou autre, eh ben, il risque de faire une cryptococcus neuroménagée, et c'est très, très, très dangereux, respiratoire et neuroménager. OK. Les méningites cancéreuses, au cours de certaines leucémies, on peut voir des réactions ménagées généralement. On va trouver des lymphocytes ou bien des liquides d'éclair, on va trouver des cellules blastiques, etc. Mais ça, c'est des situations. Il y a même aussi des méningites médicamenteuses. Il y a aussi des méningites médicamenteuses. Par exemple, on a eu des cas de personnes qui ont subi des rachianesthésies. Hein, et dans ces rachianesthésies, vous pouvez avoir des méningites chimiques qui sont dues aux produits anesthésiants. Donc, ça existe. Voilà, il y a d'autres médicaments, il y a le Bactrim, etc. Mais c'est un autre problème. OK. Donc, si vous voulez en résumé, alors regardez bien ici. Regardez le tableau ici. Donc, le malade vient avec un syndrome ménager fébrile. Est-ce qu'il a des signes de localisation? Est-ce qu'il y a du commercial chez double vigilance? Est-ce qu'il a, etc. Oui. Donc, je ne fais pas de PL. OK, c'est clair. Je fais des hémocultures. Puisque le germe est arrivé au niveau des méninges par voie sanguine, donc je fais des hémocultures. Et je fais une injection de dexaméthasone, de corticoïdes et d'antibiotiques. Hein, d'accord? Vous voyez le pointeur? Vous voyez le pointeur? Oui, Allô, oui, vous suivez oui. ma souris? Oui. D'accord. Donc, voilà, en urgence, donc,
je donne une injection de corticoïdes et d'antibiotiques, et puis je fais le scanner cérébral sans délai. Si je peux faire le scanner cérébral, je le fais rapidement, mais si je dois mettre du temps, si je dois faire le scanner cérébral immédiatement, tant mieux, dès le scanner. Mais si je dois faire le scanner cérébral, dès le scanner de la chia à 18 h, je ne vais pas attendre 18 h, donc je commence un traitement antibiotique et corticoïde, je fais le scanner après. OK? PL, si pas de contre. Alors, si le liquide est évocateur de méningite bactérienne, ça veut dire le court albert, PNN, etc., etc. Et je poursuis le traitement, poursuis du traitement antibiotique plus dexaméthasone, OK? Et je fais le PCR systématiquement, toutes les PCR, etc. On va essayer de trouver, généralement, on n'arrive pas à trouver beaucoup de germes dans le LCR, c'est dommage. On n'a pas de PCR, je ne sais pas maintenant qui j'ai voulu PCR et tout, j'espère qu'ils vont nous donner des amorces pour faire le truc. Alors, si le LCR est évocateur de méningite virale, c'est-à-dire qu'il est lymphocytaire, normoglycorachique, etc., acyclovir, okay, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on donne l'acyclovir, hein, et on fait la PCR acyclovir, hein, herpès virus simplex et autres virus. On commence le traitement et on l'arrête après si c'est négatif. OK? Très bien. Deuxième situation, il n'y a pas de signe de localisation, il n'y a pas de commission, la maladie va bien, présence d'un syndrome ménager, PL, non, donc je fais la PL immédiatement. L'aspect macroscopique. Alors, lui qui des troubles, je me retourne le court albert, c'est-à-dire ici. Donc, antibiotique dexaméthasone, traitement. Comme tout à l'heure. OK. Et PCR-BK, si examen direct négatif. On fait antigène soluble, ça pas toujours. Hein, on a rarement des questions. Enfin. C'est pas parce qu'on n'a pas de compétences, on a des compétences, mais on n'a pas les moyens. C'est pas qu'il n'y a pas les moyens, parce que les moyens ils sont ailleurs. Deuxièmement, maintenant, si le liquide est trouble. Deuxième, le liquide il est clair. On attend les premières analyses. D'accord? C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que dès que le liquide est trouble, je ne cherche pas à savoir. Je mets le traitement. OK? Trouble purulent, macroscopiquement. Si le liquide est clair, le LCR est évocateur de méningite bactérienne, c'est-à-dire qu'il y a des PNN, ou il y a des lymphocytes, ou là, il y a une hypoglycorachie, etc. Chaque fois qu'il y a une hypoglycorachie, hop, je suis là. Okay? Si le liquide est évocateur de méningite virale, pardon, ici, est équivoque, c'est-à-dire ما فهمتش لا كان اسكي bactérien ou avec, j'utilise d'autres paramètres comme la procalcitonine. Il y a des scores qu'on appelle les méningites, etc. Hein, je vous en ai pas parlé, la procalcitonine. Et puis, on se fait une orientation vers une méningite bactérienne éventuellement et on traite. Maintenant, si le liquide est évocateur de méningite virale, pas de traitement et on regarde si le malade va bien, il n'y a pas de souci. OK? Très clair. Alors ici, regardez ici. On commence ici. Alors, je ne donne pas le liquide, il est purulent ou pas. Je dis simplement que le liquide, il distribue éléments. S'il est purulent, s'il est purulent, je suis là, OK? Bon, si le LCR, c'est des PNN, bacille gram positif, c'est une listeria, diplocogramme moins meningo, cocobacille HIB, diplocogramme plus pneumocoque, examen direct négatif, pas de signe de gravité, amoxicilline, etc. Maintenant, si le liquide est clair, hein, il est lymphocytaire, supérieur à 50%, la première chose que je regarde, c'est la glycorachie. Attention, la glycorachie qui est interprétée en fonction de la glycémie en même temps que la PL. OK? Et je ne sais pas si c'est une glycémie veineuse et non pas une glycémie d'asbah. Donc, je regarde la glycorachie. S'il y a une hypoglycorachie, donc lymphocytaire, hypoglycorachie, deux diagnostics, tuberculose, listériose. OK? Si la glycorachie est supérieure à 0,5, ça veut dire qu'il y a une normoglycorachie. Et je regarde l'albuminorachie. Si l'albuminorachie est élevée et qu'il y a des signes neurologiques, hop, je reviens ici. Si l'albuminorachie est inférieure, puis des signes neurologiques, je vais méningoencéphalie thérapeutique. Ici, c'est une méningite virale. Un examen direct, barre, etc., etc. Vous suivez et voilà. Donc, c'est un algorithme décisionnel qui vous permet à peu près d'avoir une approche des méningites.
Voilà, j'espère que je n'ai pas été très long. Je crois que j'ai la dernière diapo. J'ai la dernière diapo. OK. Merci les enfants de m'avoir écouté. Je suis avec